L'ambition est en général la clé du succès, mais elle peut parfois pousser certains à commettre l'irréparable. Dans cet épisode de Killers, petit meurtre entre collègues, un éminent professeur apprécié de tous et à qui tout semblait sourire. C'était un botaniste dont les travaux étaient passionnants. Et il était vraiment adorable. Se retrouve pris pour cible à l'université où il enseigne. Au début, j'ai cru que c'était un étudiant qui avait disjoncté. Dans ce genre de situation, tout bascule en moins d'une minute. Au fil de leurs investigations, les enquêteurs vont mettre au jour une sombre histoire de jalousie et de vengeance. C'était quelqu'un avec un ego énorme, qui était rongé par la colère. Une personne égoïste et prétentieuse qui voulait que tout se passe comme elle l'avait décidé. On se serait cru dans un film. « 12 février 2010, il est 16h. C'est un vendredi après-midi comme tous les autres dans le commissariat d'Huntsville, en Alabama. Le chef était en ville et moi je faisais de l'administratif. C'était la fin de la journée, on était presque en week-end. Quand soudain, un appel d'urgence met tout le monde sur le qui-vive. Je devais procéder à une arrestation ce jour-là. Je venais de finir et c'est là que j'ai entendu l'appel radio. Apparemment, il y avait une fusillade en cours à l'université. L'appel venait de quelqu'un sur place. On ne connaissait ni l'ampleur de l'incident, ni le nombre de victimes. Une fusillade dans un établissement scolaire est un événement terrifiant et ça l'est d'autant plus dans une ville comme Huntsville. Ici, on n'a pas du tout l'habitude. Ça n'arrive jamais. Jusqu'ici, les seuls incidents qu'on avait avec l'université, c'était les matchs de hockey qui pouvaient parfois dégénérer. Des agents de différents corps de police convergent sur les lieux. Il y avait des hommes de la police de Huntsville, du bureau du shérif du comté de Madison, de l'université de l'Alabama, mais aussi du FBI et de la police de l'Alabama. Bref, plusieurs services ont été envoyés sur place. On nous a dit qu'il y avait une fusillade en cours au 3e étage du centre Shelby. C'est un centre scientifique et technologique. Il venait tout juste d'être construit. Pendant que les secours se préparent à intervenir, une équipe de la brigade d'intervention sécurise le bâtiment et se met à la recherche du tireur. Le plus important dans un premier temps, c'est de maîtriser la menace et de porter secours aux victimes, mais il y avait beaucoup de monde. Le bâtiment fait près de 18 000 mètres carrés. Il fallait d'abord sécuriser entièrement les lieux. C'était le chaos complet. On ne savait pas s'il y avait un ou plusieurs tireurs. Dans une des salles de réunion, les policiers découvrent une véritable scène d'horreur. Les chaises et les tables étaient renversées. La salle était sans dessus-dessous. Il y avait du sang partout. Sur les 13 personnes présentes dans la pièce au moment des faits, on avait 3 morts, 2 blessés graves et 1 blessé. Les 3 blessés sont évacués à l'hôpital. Mais il y a 3 morts à déplorer. Le docteur Gopi Podila, 52 ans, et 2 de ses collègues. Les docteurs Adriel Johnson et Maria Davis. Il comptait parmi les professeurs les plus appréciés du campus. C'est une tragédie totalement inconcevable. Qui ferait une chose pareille et surtout pourquoi? Gopi Krishna Podila était originaire de Guntur, en Inde. À 25 ans, il a quitté son pays pour venir finir ses études aux États-Unis. Il a obtenu un doctorat en biologie moléculaire à l'Université d'État de Louisiane. C'était un botaniste dont les travaux étaient passionnants. Ses recherches portaient sur la bioénergie, les interactions plantes-microbes, la génétique des plantes, mais aussi la biotechnologie et son usage pour développer les plantes. En 1990, la notoriété du docteur Podila n'est plus à faire. À seulement 33 ans, il est déjà maître de conférences à la Michigan Tech et d'autres universités s'intéressent à lui. En 2002, il accepte un poste à l'université d'Huntsville, en Alabama. Un véritable bond en avant pour sa carrière. L'université d'Huntsville est spécialisée dans l'enseignement des sciences et des mathématiques.
On y enseigne surtout des matières relatives à l'ingénierie et la technologie. Gopi s'est vu offrir une chaire au département de sciences biologiques. Il était brillant mais avait su rester humble. À moins d'être spécialiste en génomique des plantes, impossible de savoir qu'il avait 5 brevets et plus de 90 publications scientifiques à son actif. C'était quelqu'un de très apprécié. Les gens l'adoraient. Malgré son emploi du temps très chargé, le docteur Podila reste un mari et un père attentionné. Il est également très proche de toute son équipe. Il les conseillait sur leur vie personnelle, leur disant de passer plus de temps avec leur famille. Pour lui, c'était tout aussi important que leur carrière professionnelle. Il se comportait plus comme un mentor que comme leur supérieur. Il était vraiment adorable. Peu de temps après son arrivée à l'université d'Huntsville, le docteur participe à la mise en place d'un programme de doctorat en biologie en collaboration avec ses confrères, les docteurs Adriel Johnson et Maria Ragland Davis. Adriel nous envoyait des étudiants pour mener des recherches via notre programme. Au fil des années, on a beaucoup collaboré. J'avais demandé à Maria de donner des cours avec nous en génie chimique. C'étaient des gens appréciés et très instruits. Ils enseignaient à la future élite de notre communauté et de notre pays. Bref, c'était tout simplement des gens bien. Mais leurs projets ne verront jamais le jour. Ils viennent tous les trois d'être abattus sur leur lieu de travail. La police n'a toujours pas retrouvé leur assassin. Les agents se sont déployés dans tout le bâtiment pour localiser et maîtriser la menace. Ils tentent d'obtenir un maximum d'informations sur le tueur. Qui est cette personne? Est-ce qu'elle est seule? Où est-elle partie? À quoi ressemble-t-elle? Toute la ville est bientôt au courant du drame. J'ai d'abord pensé que c'était un étudiant qui s'était mis à tirer sur tout le monde dans le campus. Parce que malheureusement, ça arrive très souvent. Les fusillades en milieu scolaire sont des événements très traumatisants. La presse nationale n'arrêtait pas de nous appeler. Les urgences avaient reçu comme consigne de nous transférer tous leurs appels. J'étais sous le choc. Tous les gens présents dans cette pièce étaient mes collègues. Je n'arrivais pas à y croire. Certaines personnes qui étaient dans cette pièce ont réussi à s'en sortir indemnes. Elles ont pu appeler la police et donner une description de la tireuse ainsi que son nom, Amy Bishop. Amy était originaire du Massachusetts et pourtant elle avait beaucoup en commun avec le docteur Podila. Ils étaient tous les deux très intelligents et doués pour les études. Le père d'Amy était professeur et sa mère faisait partie du conseil municipal. C'étaient des gens très influents. Elle avait un frère de 2 ou 3 ans de plus qu'elle, Seth Bishop. Ils faisaient tous les deux de la musique et ils étaient plutôt doués. Mais elle n'était probablement pas aussi sociable que son frère. Du coup, il y avait une sorte de jalousie entre eux. Tout le monde s'accorde à dire qu'elle était d'une grande intelligence. C'était un véritable génie. Après le lycée, Amy intègre l'université Northeastern, où son père est professeur d'art. Mais elle préfère se spécialiser en biologie. Elle n'avait pas beaucoup d'amis, mais elle a fini par sympathiser avec un autre étudiant en biologie, James Anderson. Ils sont sortis ensemble et ont fini par se marier en 1989. Ils n'auraient pu ni l'un ni l'autre se marier avec quelqu'un d'autre. Ils étaient très complémentaires. Amy a beau être heureuse avec James, elle ne veut pas se contenter d'être la femme d'eux. Elle a eu une enfance privilégiée. D'où elle venait, il était évident qu'elle irait à Harvard et ferait de grandes choses. Pour elle, qui avait toujours rêvé de faire mieux que son frère Seth, entrer à Harvard, c'était une immense victoire. Elle pouvait dire, vous avez vu, je suis bien meilleure que lui. En 1993, Amy a non seulement 2 enfants, mais elle est aussi titulaire d'un doctorat en génétique. On pourrait penser que quelqu'un d'aussi déterminé et d'aussi doué n'aurait aucun mal à réussir. Et pourtant, ça n'a pas été le cas. Financièrement, leur situation était précaire. Ils avaient beau être très diplômés, ils avaient du mal à joindre les deux bouts.
Pendant 10 ans, Amy enchaîne les projets de recherche sous-payés tandis que James gagne difficilement sa vie en tant qu'ingénieur informatique freelance. Il espérait qu'il finirait par faire une découverte grâce à laquelle il pourrait enfin gagner suffisamment d'argent pour faire vivre sa famille. Ils ont eu 2 autres enfants. Ils se sont donc retrouvés avec 4 bouches à nourrir, alors qu'ils n'avaient toujours pas d'emploi stable. Mais le ciel semble enfin s'éclaircir pour eux en 2003, lorsqu'Amy se voit offrir un poste à l'université de l'Alabama. Son rêve devient réalité. C'est une grande école spécialisée en sciences et en ingénierie. C'est exactement le genre d'endroit qu'il lui fallait. Ça correspondait tout à fait à son champ de compétences. En général, à l'université, on est d'abord vacataire pendant environ 6 ans. Durant cette période d'essai, on doit prouver qu'on est capable d'enseigner, mais aussi de mener des recherches et de décrocher des financements. On peut alors faire une demande de titularisation, c'est-à-dire de poste permanent au sein de cette faculté. Une fois titularisé, on est assuré d'avoir un emploi pendant un certain temps. Le couple s'installe à Huntsville. James s'occupe des enfants et Amy est maître de conférences en biologie. James travaillait à mi-temps. Ses revenus étaient modestes. C'est surtout elle qui faisait vivre la famille, grâce à son poste à l'université. Ce poste l'intéressait énormément et elle a rapidement fait ses preuves. Elle avait conçu un système de mise en culture automatisé, une sorte de boîte de pétri. L'idée était d'automatiser des tâches qu'on accomplissait manuellement en laboratoire, afin d'obtenir de meilleurs résultats. C'était un travail impressionnant. L'invention d'Amy permet à l'université d'obtenir un financement de plus d'1 million de dollars. Dès lors, sa titularisation semble assurée. C'était une invention déterminante pour sa carrière. Du jour au lendemain, son rêve s'est réalisé. Elle est enfin devenue le centre de l'attention. Ses étudiants l'appréciaient. Elle semblait épanouie professionnellement. Il y avait une bonne ambiance. Tout allait bien. Comment une éminente biologiste, mère de 4 enfants, a-t-elle pu se transformer en une tueuse implacable? Je ne vois pas ce qui a pu provoquer ça. Elle avait tout. Quand les enquêteurs arrêtent Amy Bishop, ils ne vont pas tarder à découvrir que la paisible mère de famille était en réalité une véritable bombe à retardement. Elle avait vraiment un regard diabolique. La police quadrille le campus de l'université pour tenter d'interpeller une des enseignantes, Amy Bishop. D'après des témoins, elle aurait ouvert le feu en pleine réunion et tué 3 de ses collègues. On ne savait pas si elle avait déjà fui les lieux. Et si elle était encore là, allait-elle attenter à ses jours ou s'en prendre à quelqu'un d'autre? La police n'avait que 2 certitudes. Elle portait une chemise rose et un jean. Et elle était armée et dangereuse. Ces informations ont été transmises par radio aux collègues déployés sur place. Les forces de l'ordre sont prêtes à faire face à toutes les éventualités. Mais la traque se termine avant même d'avoir vraiment commencé. Tous les agents avaient la description de l'individu. Elle est sortie du bâtiment et elle s'est mise à discuter avec l'adjoint du shérif et l'agent Torcar. Forcément, ils se sont très vite rendus compte qu'elle correspondait à la description du suspect. À première vue, c'était une citoyenne d'âge moyenne comme les autres. Elle n'avait pas du tout l'air de quelqu'un qui vient de commettre un meurtre. Elle agissait comme si de rien n'était. On l'a braquée et on lui a dit de se mettre à genoux. Mais ça n'avait pas l'air de l'inquiéter plus que ça. Elle nous a simplement demandé ce qui se passait. Elle n'avait pas d'arme sur elle. Et rien dans son apparence laissait penser qu'elle pouvait être impliquée dans la fusillade. Mais de nombreux témoins oculaires ont confirmé que c'était elle. Je lui ai demandé son nom. Elle m'a dit « Amy Bishop ». Je savais qu'on tenait notre tireur. Je l'ai menotté et je l'ai emmené jusqu'à ma voiture. À peine un quart d'heure après le premier appel au secours, Amy Bishop est en état d'arrestation. La première chose qu'elle a dite, c'est « Je ne vois pas de quoi vous parlez. Il ne s'est rien passé. Ils sont toujours en vie. » Alors que les policiers procèdent à l'arrestation d'Amy, James, son mari, arrive sur les lieux. Il est sous le choc en apprenant le déroulement des événements. Elle venait de l'appeler pour qu'il vienne la chercher. Il n'était au courant de rien.
Comme on ne savait pas s'il était impliqué, il a été interpellé aussi. On les a séparés et on les a emmenés au commissariat pour les interroger. Amy et James nient tous les deux être impliqués dans la fusillade. Mais la police va bientôt trouver des preuves accablantes dans le bâtiment de biologie. Ils ont retrouvé un 9 mm et une veste de femme pleine de sang dans la poubelle des toilettes du second étage. Et dans la salle de réunion, il y avait un sac avec un chargeur de 9 mm dedans. Ils ont fait des recherches pour savoir à qui appartenait cette arme. Elle était enregistrée au nom de James Anderson. Bref, il n'y avait plus aucun doute possible. Amy est inculpée de meurtre et de tentative de meurtre. Difficile de savoir si son mari est complice ou s'il essaie de protéger sa femme. Mais faute de preuves, la police le relâche. On avait tous l'impression qu'il en savait beaucoup plus qu'il ne voulait le faire croire. Mais rien ne permettait de prouver qu'il était impliqué. Il n'avait apparemment aucune idée de ce qui avait pu pousser Amy à faire ça, et elle refusait de parler. Mais ses collègues, eux, avaient beaucoup à dire sur elle. Quand on a commencé à chercher ce qui avait pu motiver son geste, on a découvert qu'elle avait des problèmes depuis déjà un certain temps. D'après ses collègues, Amy était persuadée que sa récente découverte lui vaudrait une promotion. Mais visiblement, ça n'avait pas été le cas. Elle travaillait là depuis quelques années et apparemment ça ne se passait pas comme elle le voulait, du point de vue de sa carrière. Elle n'avait peut-être pas les qualités requises pour être titularisée. Du coup, la situation a commencé à se dégrader. Tous ses travaux n'étaient peut-être pas aussi bons qu'elle le pensait. D'après eux, son attitude ne lui valait pas que des amis. Elle était extrêmement arrogante. Elle se trouvait bien meilleure que tout le monde. Et ça en énervait beaucoup. Elle se présentait en disant « Dr Bishop, diplômé de Harvard ». Pour elle, c'était ce qui la définissait en tant que personne. Elle avait fait Harvard. Elle sortait d'une université répondant à des critères d'excellence. Elle se devait d'être à la hauteur, mais apparemment, ce n'était pas le cas. Après 6 ans passés à l'université, Amy peut enfin prétendre à une titularisation au printemps 2009. Elle est en quelque sorte partie en campagne auprès de ses collègues pour savoir qui parmi eux avait l'intention de la soutenir et d'appuyer sa demande de titularisation. Mais elle lui est refusée. Pour quelqu'un comme elle, ça a dû être un véritable choc. Non seulement c'était une catastrophe pour sa carrière, mais son ego en prenait aussi un sacré coup. D'accord, elle sortait d'Harvard et on lui avait refusé sa titularisation, mais ce n'était pas non plus la meilleure université du pays. Il lui suffisait de chercher un nouveau poste. Elle était diplômée de Harvard et en tant que telle, elle pensait avoir droit à bien plus de reconnaissance. Elle a donc dû ressentir une grande colère et un énorme ressentiment. Gopi était tout à fait prêt à l'aider pour la suite, si elle avait besoin de quoi que ce soit pour trouver un nouveau poste. C'était quelqu'un d'une grande gentillesse. Mais Amy refuse de s'avouer vaincue. Elle a contesté cette décision et s'est battue pendant des mois pour les faire changer d'avis. À partir de là, elle a commencé à enrager. Pour qui ils se prennent? Personne ne traite Amy Bishop de cette façon. C'est hors de question. Quelques semaines avant la fusillade, Amy a dit de façon tout à fait anodine au cours d'une conversation qu'elle avait une arme. Elle s'entraînait régulièrement dans un stand de tir. Il lui arrivait d'ailleurs d'en parler à ses étudiants. Apparemment, elle aimait beaucoup cette activité. En février 2010, Amy apprend que sa demande de titularisation est définitivement rejetée. La décision était sans appel. Son contrat à l'université ne serait pas renouvelé. De toute évidence, elle s'est sentie lésée. Ces gens l'avaient trompée. Mais si Amy était vraiment animée par la vengeance, pourquoi avoir tiré sur 6 de ses collègues et épargné les autres? Elle avait encore 8 ou 9 cartouches dans son chargeur. Est-ce que sa cible était uniquement le Dr Gopi et que les autres ont pris une balle parce qu'ils avaient simplement eu le malheur de se trouver là? Ou a-t-elle tiré sur tout le monde?
Les enquêteurs vont bientôt découvrir que cette fusillade ne se résume pas à une simple histoire de vengeance. C'est traumatisant d'apprendre que son professeur est capable de faire quelque chose d'aussi terrible. Le docteur Amy Bishop vient d'être inculpé pour avoir tiré sur 6 de ses collègues de l'Université de l'Alabama. Mais plusieurs questions demeurent. On lui avait refusé sa promotion et elle s'était vengée. Mais en dehors de ça, on ne savait pas ce qui s'était passé exactement. Il y avait des survivants, c'est-à-dire qu'on avait des témoins oculaires qui étaient présents sur les lieux et pouvaient raconter ce qui s'était passé. Le jour du drame, l'équipe du département de biologie avait réunion à 15h au 3e étage du centre Shelby. Dans cette salle de réunion, il y avait 3 grandes tables installées en U. Une dizaine de professeurs étaient là. Et en tant que directeur du département de biologie, le docteur Podila présidait l'assemblée. Apparemment, ils étaient en train de discuter du programme de l'année suivante. Et la réunion avait déjà commencé quand le docteur Bishop est arrivé. Amy s'est assise à côté du docteur Gopi. Plusieurs personnes se souviennent qu'elle avait un sac et qu'elle l'a gardé sur ses genoux pendant toute la réunion. Le fait qu'elle ait un sac n'avait rien d'anormal. Le vrai problème, c'est qu'elle n'était pas censée être là. Ils ont été un peu surpris de l'avoir débarquée à cette réunion. Elle n'avait rien à y faire, vu qu'elle ne serait plus là au semestre suivant. Amy n'a pas dit un mot de la réunion. Personne ne se doute de ce qu'elle s'apprête à faire. Elle est restée là pendant presque 1 heure. Ils ont suivi normalement leur ordre du jour sans soupçonner quoi que ce soit. Elle s'est levée puis a sorti un 9 mm de son sac. Et elle a ouvert le feu. Les docteurs Podila, Johnson et Davis sont les premiers touchés. Ils meurent sur le coup. Elle a tranquillement fait le tour de la pièce. Comme ça, très calmement. Elle savait parfaitement ce qu'elle était en train de faire. Elle tirait sur tout le monde. Je vous laisse imaginer la panique dans la salle. Elle a tiré sur 2 personnes en pleine tête et sur la 3e dans la poitrine. Une amie d'Amy, le docteur Deborah Moriarty, tente de la convaincre d'arrêter le carnage. Le docteur Moriarty était de l'autre côté. Au moins 2 tables la séparaient d'Amy Bishop. Elle n'était pas juste à côté d'elle. Donc, quand elle s'est mise à tirer, elle s'est réfugiée sous sa table. Elle a attrapé Amy par les hanches pour la faire tomber et l'empêcher de tirer. Elle l'a supplié d'arrêter. « Tu connais ma famille, je connais la tienne. Arrête, ne fais pas ça. » Mais Amy n'écoute pas son amie Deborah et tente même de la tuer. Amy l'a braquée à bout portant avec son arme. Elle a appuyé sur la détente et le coup n'est pas parti. L'arme était enrayée, mais elle continuait d'appuyer sur la détente. Personne ne sait comment il réagirait dans ce genre de situation. Mais le docteur Moriarty, elle en tout cas, a vraiment fait quelque chose d'extraordinaire. Elle a attrapé Amy, l'a poussée hors de la pièce et elle a fermé la porte. Ensuite, ils se sont barricadés à l'intérieur pour l'empêcher de revenir. Vu la situation, ce qu'elle a fait est vraiment héroïque. En tout, la scène n'a pas duré plus de 40 secondes. Amy a alors probablement décidé de partir. Elle est allée aux toilettes, elle a nettoyé son arme et elle s'est lavé les mains. Elle a retiré sa veste pleine de sang et l'a fourrée dans la poubelle. Elle a jeté son arme. Puis elle est sortie comme si de rien n'était. Elle a appelé son mari pour lui dire qu'elle était prête et qu'il pouvait venir la chercher. Mais les collègues d'Amy ont du mal à croire qu'elle ait fait ça uniquement par vengeance. Et pour cause, les personnes sur qui elle a tiré étaient les seules à la soutenir. Le docteur Padilla, le directeur du département et les autres avaient appuyé sa demande de titularisation. Ils étaient parmi les rares à vouloir qu'elle reste. Ces personnes intelligentes et bienveillantes l'avaient défendue. C'est ça le plus choquant. Elle s'en est prise à ceux qui étaient de son côté.
Je ne comprends toujours pas pourquoi elle a fait ça. Qui ferait une chose pareille? Il restait 15 balles dans son chargeur, plus une coincée dans la chambre. Et elle avait un autre chargeur plein caché dans un magazine. C'est-à-dire qu'elle avait en tout 16 balles dans le pistolet, plus 15 autres balles dans le chargeur qui étaient dans son sac. Ce qui lui faisait 31 balles pour 13 personnes. Dieu sait ce qui se serait passé si son arme ne s'était pas enrayée. En fouillant dans le passé d'Amy, les enquêteurs font une découverte troublante. On a appris qu'elle avait déjà fait preuve de violence par le passé. Ils ont découvert qu'elle avait déjà été arrêtée dans le Massachusetts, où elle vivait avant d'être embauchée à l'université. En 2002, alors qu'elle était au restaurant avec son mari et ses enfants, elle s'est disputée avec une autre mère de famille, apparemment pour une simple histoire de réhausseur. Quand Amy est arrivée, elle lui a demandé de lui rendre le réhausseur et s'est mise à la traiter de tous les noms. Puis elle l'a frappée et elle est partie. En sortant, elle a frappé quelqu'un d'autre au passage et la police l'a arrêtée. Elle a été inculpée pour cause et blessure. Elle a plaidé coupable et a écopé d'une peine avec sursis. Le procureur lui a conseillé de faire un stage de gestion de la colère. Mais ce n'est pas la seule fois qu'Amy s'est montrée violente. Ils ont découvert des faits beaucoup plus graves, datant de 1993, à l'époque où elle vivait encore à Chicago. Elle travaillait dans un hôpital pour enfants et visiblement, elle ne s'entendait pas très bien avec ses collègues. L'un de ses anciens professeurs lui avait rédigé une mauvaise évaluation. Elle est allée le voir pour lui demander des comptes et lui a dit « Vous avez intérêt à revoir votre évaluation. Attention à vous. » Mais il a refusé de revenir dessus. Quelques jours plus tard, le professeur trouve un mystérieux colis sur son palier le soir en rentrant chez lui. À l'intérieur, une bombe artisanale. Dieu merci, elle n'a pas explosé. Mais fait très intéressant, la poudre retrouvée à l'intérieur de cet engin ne pouvait venir que d'un certain endroit. Impossible de s'en procurer ailleurs. On ne pouvait en trouver qu'ici, en Alabama. Et comme par hasard, son mari James est justement originaire de cet État. Donc on les a tout de suite soupçonnés. Aucune charge ne sera finalement retenue contre Amy et son mari. Mais les enquêteurs commencent à cerner son personnage. Elle est égoïste et arrogante. Tout doit se passer comme elle l'a décidé. Elle ne tolère pas que quelqu'un se mette en travers de son chemin. Elle a toujours été comme ça. Elle fait partie de ces gens qui ne considèrent pas les autres comme des personnes, mais comme des pions qu'elle déplace sur un échiquier de façon à gagner la partie et obtenir ce qu'elle veut. Elle avait été arrêtée pour coups et blessures en 2002. On la suspectait d'avoir envoyé une bombe artisanale à un de ses professeurs en 93. Et pourtant, par je ne sais quel miracle, elle n'avait jusque-là jamais été emprisonnée. Mais un autre incident survenu en 1986 attire surtout l'attention des enquêteurs. Le frère d'Amy, Seth, a été abattu quand elle avait 21 ans. Et c'est elle qui l'a tué. Son frère avait 18 ans à l'époque, et tout le monde s'accordait à dire qu'il était la star de la famille. C'était le plus brillant des deux. Tout le monde l'adorait. Elle devait probablement être jalouse de lui. À l'époque, lorsque les policiers l'interrogent sur les circonstances du drame, Amy prétend qu'elle était restée seule chez elle. Le père les a disputés parce qu'il laissait traîner leurs affaires. Amy lui a répondu et elle est partie dans sa chambre. Son frère est allé faire des courses à l'épicerie et sa mère est partie faire du cheval. Puis son père a quitté la maison à son tour. La maison ayant été cambriolée à peine 1 an plus tôt, Amy a peur de rester seule. Elle décide de prendre ses précautions. Elle a pris le fusil à pompe de son père et l'a chargé. C'était un fusil à pompe, ce qui veut dire qu'il faut d'abord l'armer en pompant la garde avant de pouvoir tirer. Elle prétend qu'elle a posé l'arme sur le lit, qu'elle s'est éloignée, que le coup est parti tout seul et que ça a fait un trou dans le mur de sa chambre. La mère d'Amy et son frère rentrent quelques instants plus tard.
Elle les a rejoints avec le fusil à la main, soi-disant pour demander à son frère de le décharger, parce qu'elle ne savait pas le faire. Seth était avec sa mère dans la cuisine. Elle avait le fusil levé vers lui pendant qu'ils discutaient. Ils lui ont dit « Attention, tu vas finir par blesser quelqu'un ». Et son frère a ajouté « Pointe-le vers le haut ». Amy et sa mère affirmeront toutes les deux par la suite que le coup est parti accidentellement. Et puis, il s'est retrouvé littéralement coupé en deux par un coup de fusil à pompe. La mère d'Amy a immédiatement appelé les urgences. Son père est arrivé à peu près au même moment que les secours. Mais il était déjà trop tard. On ne pouvait plus rien faire pour lui. Il a été touché au cœur. Il a littéralement explosé. À l'époque, il s'agit pour la police d'un dramatique accident. Mais vu ce qui s'est passé en Alabama, les enquêteurs reconsidèrent ce vieux dossier de 1986. Cette histoire ne faisait aucun sens. Un coup ne part pas tout seul. Il faut appuyer sur la détente. On peut effectivement le faire sans le vouloir, ce qui pourrait expliquer le premier coup. Mais elle a ensuite réarmé le fusil avant d'aller dans la cuisine pour appuyer de nouveau, accidentellement, sur la détente face à son frère. Le dossier a été réouvert et les procureurs ont relevé de nombreuses irrégularités dans la première enquête. Ils découvrent également que certains détails ont été mystérieusement oubliés. Les choses ne se sont pas passées exactement comme le disait le rapport. Après l'accident dans la cuisine, Amy est sortie en courant de la maison et s'est précipitée dans la rue. Elle a braqué une femme qui passait par là pour lui voler sa voiture, en lui faisant croire qu'elle fuyait son mari qui venait d'essayer de la tuer. Ce qui bien sûr n'avait aucun sens. La conductrice ne s'est pas arrêtée. Elle s'est enfuie et a appelé la police. Elle s'est alors précipitée dans un garage juste à côté, où il y avait deux hommes en train de travailler. Elle les a braqués et leur a dit qu'elle voulait une voiture. Amy finit par être interpellée, mais là encore, aucune trace de cet incident dans le dossier. Comment se fait-il qu'elle n'ait pas été inculpée pour les autres événements survenus ce jour-là? Tout le monde s'est posé la question. Rien de tout ça n'était accidentel. Elle a armé le fusil, appuyé sur la détente, puis s'est enfuie chez le concessionnaire en racontant je ne sais quoi. On ne fait pas tout ça accidentellement. Il y a plusieurs théories possibles pour expliquer qu'elle n'ait pas été inquiétée. Sa mère était au conseil municipal et c'était une proche du chef de la police. Et quand Amy s'est retrouvée au poste pour y être interrogée, elle l'a appelée tout de suite. Madame Bishop leur a dit « Je ramène ma fille chez moi. Elle ne répondra à aucune question. J'ai déjà perdu mon fils. Je ne perdrai pas un autre enfant. » Le chef de la police est alors parti chercher Amy en salle d'interrogatoire. Et d'un coup, comme par magie, tout ceci n'était plus qu'un accident. Pour les enquêteurs de l'Alabama, cet incident prouve qu'Amy Bishop avait déjà l'esprit de vengeance. C'est quelque chose qui s'est construit avec le temps. Elle avait déjà tué une personne et elle a failli tuer ce professeur. Il a simplement eu de la chance. Bref, c'était une vraie bombe à retardement. Cette accumulation d'incidents prouve bien que cette femme a un problème et qu'elle est vraiment diabolique. La police du Massachusetts accepte de requalifier les faits et le 16 juin 2010, Amy est inculpée de l'assassinat de son frère Seth, près de 24 ans plus tard. Quand on a appris ça, on était en colère. Comment expliquer que nous n'étions pas au courant de toutes ces histoires et qu'on l'avait embauchée? Lors de son arrestation, elle portait le nom de son mari, Anderson. Mais quand ils ont vérifié ses antécédents avec son nom de jeune fille, ils n'ont rien trouvé. Elle était diplômée d'une université très prestigieuse. Et elle était mère de famille. Donc à première vue, on ne peut pas dire qu'elle avait vraiment le profil d'un tueur de masse. Malheureusement, parfois, les apparences sont trompeuses. Amy va maintenant devoir répondre du meurtre de 3 de ses collègues à l'université d'Huntsville, mais aussi de celui de son frère Seth dans le Massachusetts. Mais les procureurs craignent que la ligne de défense choisie par ses avocats ne lui permette une nouvelle fois d'échapper à la justice.
Elle avait de très bons avocats. On savait que la bataille allait être rude. Elle devait probablement penser qu'elle allait gagner et passer au travers. Après la découverte de nouvelles preuves, 24 ans après les faits, le docteur Bishop doit maintenant répondre du meurtre de son frère Seth. Mais elle va d'abord être jugée pour celui de 3 de ses collègues en février 2010 à l'Université de l'Alabama. À la question « Peut-on prouver de façon formelle que c'est elle ?» La réponse est oui. Cela ne faisait absolument aucun doute que c'était elle la tireuse, qu'elle avait tué 3 personnes et en avait blessé 3 autres de façon tout à fait intentionnelle. On disposait de témoins oculaires qui avaient assisté à toute la scène. On a retrouvé sa veste ensanglantée dans le bâtiment et on l'a interpellée alors qu'elle quittait les lieux. On ne peut pas avoir plus solide comme dossier à charge. En mai 2011, l'accusation annonce qu'elle compte demander la peine de mort. On ne requiert pas systématiquement la peine de mort pour toutes les affaires de meurtre. C'est quelque chose qu'on évalue au cas par cas en fonction des faits, pour déterminer si cela mérite ou non la peine capitale. Mais là, pour cette affaire, il n'y avait pas à tergiverser. Elle avait ouvert le feu sur d'honnêtes gens et fait un véritable carnage. Si quelqu'un méritait bien la peine de mort, c'était elle. Pour moi, ça ne faisait aucun doute. À la lecture de l'acte d'accusation, les avocats d'Amy dévoilent leur stratégie. On se doutait que le procès allait être long. Dès le départ, ses avocats ont préparé le terrain, en sous-entendant qu'elle souffrait de troubles psychologiques. Amy plaide non coupable. Ses avocats prétendent que son discernement était aboli au moment des faits en raison de troubles mentaux, et ils invoquent l'irresponsabilité pénale. Elle est effectivement très déséquilibrée. Amy est complètement déconnectée de la réalité, mais aussi des autres. Et elle était dans cet état depuis déjà très longtemps. En Alabama, les prévenus encourant la peine de mort ont souvent un avocat commis d'office. La plupart d'entre eux sont loin d'avoir les moyens de se payer une défense qui tienne la route. Mais elle avait de très bons avocats. On savait que la bataille allait être rude. Malgré tout ce qu'elle avait fait, elle s'en était toujours tirée jusque-là. On peut comprendre qu'ils aient voulu éviter que ça se reproduise. Durant tout le procès, le mari d'Amy continue de soutenir aveuglément son épouse. Ça faisait tellement longtemps qu'il était avec elle qu'il ne voyait même plus qu'elle était dérangée. Pour lui, c'était normal. C'était son quotidien. Mais les procureurs n'adhèrent pas à cette théorie. Dans notre État, pour pouvoir plaider la démence, il faut vraiment que le prévenu souffre de graves troubles mentaux. C'est-à-dire qu'il ne doit plus être capable de faire la différence entre le bien et le mal. Or, elle a tout de même tenté de dissimuler ses vêtements et l'arme du crime. Elle s'entraînait dans un stand de tir, donc on peut difficilement prétendre qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Elle savait que ce qu'elle faisait était mal. Elle a tenté de le dissimuler et elle avait tout planifié. Le procès est fixé au 10 septembre 2012. L'accusation a donc largement le temps de rassembler d'autres preuves. Elle est restée en détention préventive durant toute la procédure jusqu'à son procès. Ça représentait des heures et des heures d'écoute téléphonique. Elle prouvait que cette femme était en pleine possession de ses moyens. Elle lui parlait de leur police d'assurance et des enfants. Ce qui était très étrange pour quelqu'un censé être en pleine confusion. Elle semblait tout à coup avoir retrouvé ses moyens et lui donnait des instructions très précises. Le contraste était saisissant. Leur ligne de défense ne valait plus rien. Ces conversations téléphoniques étaient une vraie mine d'or pour nous. Avec ça, le jury ne pouvait en aucun cas la juger irresponsable. Contre toute attente, à l'approche du procès, certaines voix s'élèvent pour demander que l'accusé ne soit pas condamné à mort. On a rencontré les familles des victimes, ceux qui avaient perdu un être cher dans cette tragédie. Et ils ont finalement préféré qu'on ne requiert pas la peine de mort. Ils ont probablement dû penser à ces 4 enfants, et ils ont fait preuve de compassion. Franchement,
C'est la première fois que je voyais ça de toute ma carrière. Dans ce genre d'affaires, les victimes sont les premières à vouloir la peine de mort. Pour moi, c'était vraiment une première. Le procureur propose alors un accord à Amy. Si elle plaide coupable, elle échappe à la peine capitale et sera condamnée à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Elle a accepté leur proposition, ce qui non seulement était le mieux pour elle, mais permettait aussi aux familles de faire leur deuil, sans avoir à supporter un procès aussi éprouvant qu'interminable. Selon les termes de cet accord, elle renonçait à son droit de faire appel, ce qu'elle a accepté en plaidant coupable. Légalement, le jury doit tout de même considérer les preuves et confirmer la culpabilité de l'accusé. En Alabama, il ne suffit pas de plaider coupable pour être jugé coupable de meurtre. L'enjeu est trop important. Le jury doit tout de même tenir compte des preuves. À partir du moment où l'accusé plaide coupable, ce n'est en général qu'une formalité, mais on ne peut jamais être sûr de la décision d'un jury. S'il n'arrive pas à se mettre d'accord sur un verdict à l'unanimité, il faut tout recommencer. Le procès d'Amy s'ouvre le 24 septembre 2012. Son attitude est glaçante. J'ai assisté à des procès de chefs de gang, d'assassins qui étaient capables de tuer de sang-froid. Bref, de tout un tas de criminels. Mais c'est elle qui m'a le plus marqué. Il y a quelque chose de très inquiétant chez elle. Son attitude a joué en faveur de l'accusation qui voulait démontrer qu'Amy était quelqu'un de profondément violent. Une femme prête à tout pour se venger de ceux qui lui ont fait du tort. À la vue des preuves, il ne faut pas plus de quelques minutes au jury pour arriver à un verdict. Elle a été reconnue coupable de tous les chefs d'inculpation qui lui étaient reprochés, ce qui bien sûr a dû être un soulagement pour tout le monde. C'était comme une libération pour tous les protagonistes de cette histoire. On arrivait enfin au bout de cette terrible affaire. Étant donné qu'Amy passera le reste de sa vie en prison, les autorités du Massachusetts décident de ne pas la poursuivre pour le meurtre de son frère, Seth Bishop. Elle ne sortira jamais de prison et c'est une bonne chose. C'est un verdict équitable. Elle ne mérite pas autre chose que de se retrouver derrière les barreaux. Et à mon avis, là-bas, tout le monde se fiche éperdument qu'elle ait fait Harvard. Une femme à l'esprit dérangé, dont la soif de vengeance a brisé plusieurs familles, à commencer par la sienne, mais a aussi privé une université de 3 brillants professeurs. On a perdu presque tous les professeurs de notre département. C'est une perte considérable. Comment voulez-vous vous relever après ça? 2 des survivants ont souffert pendant des années de syndrome post-traumatique. Ils sont restés aveugles d'un œil et souffraient de lésions cérébrales. Depuis, l'un d'eux est même décédé. Parfois, je me dis, ce n'est pas possible. Et pourtant, c'est bel et bien arrivé. Tous ces gens étaient mes collègues. Je ne comprends toujours pas. C'est le genre de choses qu'on voudrait pouvoir effacer de sa mémoire. Mais comment voulez-vous oublier un tel drame ?